We fight for our survival. We fight for our survival. We fight for our survival. Bonjour les réplicants, vous écoutez un podcast qui s'appelle Protect Radio. Ça parle de self-défense évidemment. Là c'est l'épisode 16, le sujet, la peur. D'où ça vient, à quoi ça sert et surtout comment essayer de la gérer. Ce qui est bien avec ce sujet, c'est que pour le coup ça concerne vraiment tout le monde. Tout le monde a eu, a ou aura peur. Ça c'est une évidence extrême. Je n'ai donc pas besoin de donner de définition, tout le monde sait ce que c'est. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi on a peur. Moi, à cette question, je ne peux pas y répondre. Je pense que même les scientifiques ne peuvent pas y répondre. Ça dépend vraiment de l'éducation, de plein de choses, de ce qui s'est passé dans votre vie ou pas, de votre état émotionnel, de votre état hormonal du moment. Enfin, il y a, à mon avis, des centaines de facteurs différents qui sont vraiment différents selon chaque personne. Donc, je ne peux pas m'y attarder. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça fonctionne physiologiquement et à proprement parler dans votre cerveau. Alors votre peur est gérée, créée, voire inventée par une partie qui s'appelle l'amygdale, c'est une partie qu'il y a dans le cerveau. On dit l'amygdale parce que ça ressemble à une petite, au niveau de la forme, à une petite amande. Cette amygdale, elle permet d'avoir une capacité de ressentir et de percevoir chez les autres certaines émotions. Dans le cas de peur, ça va entraîner aussi des modifications corporelles. On en parlera un petit peu après. Cette amygdale, c'est vraiment la base de tout, puisque j'ai lu plusieurs fois dans des articles scientifiques et dans des bouquins que des personnes qui avaient été opérées, à qui on avait retiré cette amygdale, oui c'est possible, notamment des gens qui font des accidents de moto très graves, ces gens ne ressentaient plus aucune émotion et donc plus aucune peur. Ils en étaient même dégoûtés, c'était des gens qui étaient souvent au bord du suicide, ça se comprend, parce que la peur c'est quelque chose aussi d'essentiel dans la vie. Pourquoi essentiel, vous l'avez compris évidemment, c'est parce que ça nous permet de survivre. Et c'est déjà notre fonction principale, si je ne m'abuse. Bon, pour pas vous mentir, il y a aussi le cortex préfrontal qui intervient dans le phénomène de peur, mais il intervient en relation directe avec l'amygdale, justement. Je ne vais pas parler de la peur conditionnée, mais rester sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la peur qui arrive lors d'une agression potentielle. Donc si un phénomène arrive et qu'il est potentiellement reconnu comme dangereux par votre cerveau, par l'amygdale donc, il va s'ensuivre un certain nombre de facteurs physiologiques et physiques. Vous le savez comme moi, il y a une hormone très importante qui s'appelle l'adrénaline qui va être déchargée dans tout votre corps. Cette adrénaline, elle permet des contractions musculaires plus rapides, plus fortes. C'est le sempiternel exemple de la mère qui arrive à sauver ses enfants qui sont coincés sous une armoire alors qu'il y a un incendie, elle n'aurait pas pu soulever cette armoire s'il n'avait pas l'adrénaline. Après, on va pas se mentir, il y a aussi des gens qui restent totalement inhibés face à la peur, c'est-à-dire que leur corps ne peut plus bouger. Alors, est-ce que c'est un reliquat des choses qui existaient pendant l'ère préhistorique où on voit qu'il y a certains animaux qui ont encore ça aujourd'hui, il y a certains serpents ou même des mammifères qui font les morts et qui arrêtent de bouger, parce que ça reste aussi, en tout cas pour le cerveau, une possibilité pour éviter ce qui est dangereusement promis. Dans ce cas présent, il faut croire que l'adrénaline est tellement puissante et tellement mal gérée, mal acceptée entre guillemets par l'organisme que les muscles seront complètement contractés et incapables de faire une action digne de ce nom. L'adrénaline, c'est aussi quelque chose qui permet de beaucoup moins ressentir la douleur. Moi, j'ai des exemples en tête. Quand j'étais gamin, j'avais vu une baston entre deux gars. Il y en avait un qui avait le nez coupé. Il l'a pas senti jusqu'à que la baston se finisse et qu'on lui dise tiens, un tel, t'as le nez complètement coupé. Donc ça permet de faire des choses vraiment incroyables. Donc on voit qu'il y a notamment une déconnexion nerveuse. Il faut savoir aussi que le sang est prioritairement pompé vers le cœur et les poumons, qui restent des organes nobles à protéger. Alors, est-ce que, encore une fois, c'est pour nous permettre une fuite avec la meilleure oxygénation possible? Pourquoi pas? Il y a surtout un effet négatif de l'adrénaline qu'il ne faut pas négliger, c'est que cette même adrénaline va vous forcer à réduire la finesse de vos mouvements. C'est pour ça que j'ai jamais compris les cours de self où on voit les gars qui font des choses très 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 compliquées, et vas-y ceci, cela, il y a 50 000 coups, il y a le corps qui bouge en triangle dans tous les sens. Oui, dans l'idée, pour apprendre à bouger, mais en situation de stress total, le corps ne peut plus faire ça. Alors peut-être que ces profs, ils sûrement sont capables de le faire parce que justement, eux, ils vont être moins dans la peur que le kidam qui est leur élève, homme ou femme d'ailleurs, ça n'a aucune importance, on est tous égaux et égaux face à l'adrénaline. Et donc voilà, c'est un truc qui m'a vraiment étonné dans les cours de self. C'est des choses beaucoup trop compliquées. Heureusement, il y a certaines écoles qui l'ont compris avant les autres.
On a tous eu un copain qui pratiquait des arts martiaux ou de la self et on l'a vu se battre. Déjà, ça ressemblait pas du tout à ce qu'il avait l'habitude de faire. Et puis, c'était vas-y, les grands coups de poing, aucune prise d'appui. Et ça, c'est naturel. Donc, on peut essayer de lutter contre, mais on ne pourra pas le supprimer totalement. C'est pour ça que dans les cours de self-défense, je pense qu'il faut privilégier des mouvements simples et courts qui sont facilement faisables en cas de stress total. Et surtout en utilisant des mouvements qui sont instinctifs, que ce soit en défense ou en attaque. Instinctif, ça veut dire des mouvements que tout le monde fait, genre quand on reçoit une pierre sur la tête, quoi. Donc tout le monde a la même attitude quand il va recevoir une pierre, il se couvre la tête. Donc ça, un travail que je trouve très très intéressant. Après, évidemment, faut, dans la mesure de possible, il faut essayer d'avoir cette position-là, tout en gardant une vision, on va en reparler après, une vision de l'adversaire. Bon, c'est plus difficile, mais bon, voilà, le but d'abord, c'est de pouvoir se protéger. Une autre conséquence de la peur, c'est que vous allez avoir une vision tunnel. Alors, une vision tunnel, c'est quoi? Une perte de vision périphérique. Hein. On retient que les yeux et donc le cerveau ne retiennent que la vision centrale et circulaire. C'est-à-dire que le champ de vision est vraiment réduit, comme si vous regardiez dans un tunnel ou dans des jumelles sans verre, par exemple. Ça, c'est une grosse donnée que je mets en lien directement à ce que j'ai dit il y a à peine 30 secondes, à savoir que faut déjà être près de son adversaire si on peut, si évidemment la fuite n'a pas été possible, et sur des mouvements courts, voilà, que je peux voir. Alors, comment gérer cette peur? Alors, je rappelle que je parle encore de la peur qui survient lors d'une agression, malheureusement, et pas la peur d'aller voir son patron pour lui demander une augmentation. Parce que ça, il y a des manières assez aisées de travailler dessus au niveau de la respiration, tout ça. Quand l'agression vient d'un seul coup, là, c'est beaucoup plus problématique. Encore une fois, entre autres, c'est à l'entraînement que ça se passe. J'aime bien l'adage qui dit on combat comme on s'entraîne. Si vous faites des entraînements qui ne sont que techniques et que physiques, et que vous n'émettez pas cette notion de peur dans vos entraînements, dans vos enseignements, je pense qu'il y a vraiment une grosse partie qui est mise à la baille. C'est vraiment dommage. Donc nous méprenons pas, ce sera jamais la même peur qu'au dehors, parce qu'on ne peut pas recréer la réalité, sinon il faut être complètement taré. Donc on n'est pas dans ça. Par contre, par des exercices, voilà, ça peut être intéressant. Une des plus grandes peurs qu'on a lors d'une confrontation physique, c'est d'avoir mal, d'être blessé. Pour ce qui est de la douleur, pas de la blessure évidemment, mais on peut travailler sur ça. Les arts martiaux japonais, chinois et d'autres ont déjà travaillé sur ça, pas tous malheureusement. Le fait déjà de laisser une personne vous taper dessus, alors bien sûr avec un certain volume et une certaine intensité, déjà ça permet au cerveau d'enregistrer cette douleur, en fait d'enregistrer cette possibilité, chose qui n'est pas toujours faite. Et moi j'ai connu plein de gars comme ça qui étaient même balèzes, tout ce qu'on veut, mais dès qu'on tapait dessus, il n'y avait plus personne. Donc ça c'est une première chose. Une seconde chose, c'est de travailler froidement et mentalement sur cette peur que nous avons tous, hein, à plusieurs niveaux. Déjà se dire pourquoi j'ai peur, qu'est-ce qui peut m'arriver, qu'est-ce qui peut m'arriver si cette peur me bloque, qu'est-ce qui peut m'arriver si je ne fais rien. Ça, c'est des questions qu'on doit se poser en tant que pratiquant, j'allais dire presque en tant que personne normale, pas constamment parce que sinon on tombe dans la parano, justement j'avais fait une vidéo sur ça, mais c'est une donnée importante je pense. Quand on arrive à se déconditionner, comme moi j'espère l'avoir fait, et qu'on se dit que voilà, son intégrité physique c'est quelque chose d'essentiel, de primordial, voilà, j'ai moins peur de me défendre. On peut par exemple s'imaginer, faut aller loin dans le délire, mais s'imaginer ce qu'il arriverait à sa propre famille, voilà, si j'étais mort, si on était mort ou si on était vraiment handicapé. Donc là déjà, ça remet les choses à leur place, je pense. À chacun de trouver ses motivations pour faire descendre ce niveau de peur. Moi, j'aime bien penser que mon corps, c'est quelque chose de sacré. Ce que je pense vraiment. Je suis pas spécialement ceci ou cela. Mais voilà, normalement, on touche pas ce corps si j'ai pas donné l'autorisation. Et ça n'arrivera jamais. Un dernier point important, c'est que cette peur, si elle est trop grande, ne va sûrement pas vous protéger. Elle va même peut-être vous faire des choses que vous allez regretter, puisque quand on a peur, par définition, on se contrôle beaucoup moins. Donc peut-être que vous allez aller encore plus loin dans vos actes de défense. Et là, on sortirait de la légitime défense, à chacun de voir ce qu'il veut faire ou pas. Mais ce serait dommage de faire quelque chose que vous regrettiez tout de suite après. Voici donc ce que je sais sur la peur. Il y a plein de choses que je ne sais pas. J'aime bien lire des bouquins là-dessus, des trucs scientifiques, c'est toujours intéressant. Mettez ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Il y a sûrement des choses à capter dans les commentaires que vous mettez sous le podcast sur YouTube. N'hésitez pas à me contacter via Facebook, ma page Protect Radio, ou alors
sur YouTube pour me donner des sujets à traiter ou encore une fois vos avis. Et puis moi j'aime bien discuter au téléphone avec des gars et s'ils sont d'accord, je mets la discussion sur téléphone. Donc que ce soit des pratiquants acharnés, des débutants, des policiers, même des gens qui ne connaissent rien, c'est toujours intéressant pour avancer. Salut les gars et les filles.